plus important, c'est l'exécution. Et savoir s'entourer de très bons experts. Dans mon avis, ils comptent pas beaucoup sur les couleurs, ainsi de suite. C'est la data qui va parler, c'est les tests utilisateurs qui vont parler. Il n'y a que ça qui compte aujourd'hui, quoi. Dire ça encore une fois. Une bonne expérience digitale, si elle n'est pas sur mobile, c'est complexe. Si vous êtes dans le compromis que le client en face, il n'y a pas de réponse, vous ne savez plus dans quelle direction aller. Alors que si vous prenez, je vais aller à gauche, si vous vous trompez, vous savez qu'il faut aller à droite. Est-ce qu'on casse tout, on arrête tout, on réinvente, on crée autre chose? C'est quoi l'avenir du mobile? Il manque ce grand acteur qui va proposer une feature incroyable et qui va révolutionner l'usage. L'achat n'est pas l'étape finale. L'achat, c'est que le milieu du process. Il y a des nouveaux métiers qui sont greffés. La data, les spécialistes UX. Avant, c'était un créa qui faisait à peu près tout. Sur mobile, tu as un petit écran. Tu auras beaucoup moins de place que sur un desktop. Et donc, du coup, tu es dans une hyper simplification dans le monde de la tech et du digital. En gros, si tu t'arrêtes d'innover, il y a ton concurrent qui le fait à ta place. Idiosa. One more time again. Je suis Gérald Joseph Alexandre, digital nomade et grand passionné de tout. Cofondateur de Platypus Agency, agence web spécialisée en e-commerce basée en Martinique, à Paris et en Colombie. Idiosa. Et un podcast qui me ressemble. 99% avis tranchés, dans lequel nous aborderons des sujets digitaux, e-commerce, de voyage ou de food. Au travers d'interviews de talk débat, les invités de tous horizons échangeront autour de leur parcours, de leur histoire, partageront leur expérience, donneront leur avis tranché sur les sujets abordés. Idiosa. Se veut ouvert, inspirant, factuel et souhaite donner l'envie à ceux qui l'écouteront eux aussi d'affirmer ce qui les fait vibrer. Ou pas. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode du podcast Idiosa et de la mini-série Discover. La mini-série Discover est une mini-série au cours de laquelle nous allons découvrir les différents métiers du digital. Quand on lance un podcast, bien souvent on va commencer par inviter des personnes de notre entourage, de notre réseau de connaissances, des amis. Cela est plus simple pour nous avant d'atteindre vraiment une notoriété. Le risque est que potentiellement cela peut être qualitativement moins enrichissant. J'ai la chance dans mon entourage d'avoir des personnes de très très grand talent. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est passé par L'Oréal, le groupe Bogart, mastodonte de la parfumerie, qui possède des marques comme Ted Lapidus, Naf Naf ou encore Chevignon, qui est passé par le grand magasin Les Galeries Lafayette, le lunetier Jimmy Fairly, la banque en ligne Hello Bank, plus récemment encore 24/7 du groupe LVMH qui est le pendant digital du temple du luxe, le grand magasin Le Bon Marché. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Paul Martinez, Head of E-Commerce chez Disneyland Paris, attention, pas moins que ça, qui va nous parler de son expérience et de son parcours en tant que Product Manager mobile. Paul, bonjour. Bonjour Gérald. Comment vas-tu aujourd'hui? Très très bien, très très bien. Super. Dis-moi Paul, est-ce que tu peux commencer par te présenter et me dire en quoi consiste le métier de Product Manager mobile? Yes. Alors mon job, il est très simple, c'est de manager des gens pour faire en sorte que des plateformes que nous créons soient les plus fiables possibles, aident les clients à convertir le mieux possible et donc dans une logique expérientielle super simple, accessible et surtout avoir des effets de répétition. C'est-à-dire, il y a toujours cette règle, faire venir quelqu'un sur un site e-commerce, c'est assez facile, le faire revenir, c'est un peu plus compliqué. Et donc, moi, la rétention. La rétention, exactement. Donc, dans mon day-to-day, il y a faire en sorte que les gens aient une bonne expérience sur des plateformes e-commerce, celles que je gère, et surtout après qu'ils reviennent. Et donc, du coup, pouvoir créer une relation à la fois fidèle et surtout de plus en plus qualitative et faire en sorte qu'en effet, les gens puissent percevoir aussi l'amélioration de la qualité parce qu'un produit digital, ça vit, ça évolue. Parfois, ça meurt et parfois, ça renaît. Et donc, du coup, faire en sorte que voilà, il y ait cette perception aussi qui soit existante. Et ça, c'est aussi à la fois donc, piloter différents corps de métier, à la fois potentiellement, en tout cas en termes de vision, des développeurs, des designers. Ouais. Quelle est finalement la part la plus importante dans ce rôle-là, en fait? Je dirais, je pense que il y a deux aspects à prendre en compte. Il y a le jus de cerveau, ce qui va nous prendre le plus de temps à créer, à décider et après à exécuter. Je pense que ce qui prend le plus de temps, c'est de se fixer une roadmap et de la tenir, d'y être hyper fidèle. Et après, le pendant aussi le plus important, c'est l'exécution et savoir s'entourer de très bons experts. Enfin, moi, je le dis toujours, si j'embauche des gens, c'est des experts et c'est pour qu'ils me disent quoi faire et pas pour que moi, j'ai à leur dire quoi faire.
Et donc, du coup, c'est hyper important sur cet aspect-là, c'est avoir aussi les bons people dans son équipe, dans ses équipes. Et maintenant, je peux comparer par rapport à il y a quelques années. Hein. Il y a quelques années, on lançait un site e-commerce, on lançait une application mobile. Ça pouvait se faire en équipe assez réduite globalement. Aujourd'hui, ça peut toujours se faire en équipe réduite, mais c'est juste qu'il y a des nouveaux métiers qui se sont greffés. La data, les spécialistes UX. Avant, c'était un créa qui faisait à peu près tout. Aujourd'hui, il y a de l'UX, il y a de l'UI. En amont, il y a des recherches, il y a des A/B tests, il y a des rencontres avec des users. Et donc, du coup, c'est c'est cette coordination qui prend également beaucoup, beaucoup de temps dans mon métier. C'est faire en sorte que les gens se parlent bien. Et puis après, in fine, c'est aussi de pouvoir trancher à un moment donné, prendre des décisions assez franches. Et surtout, j'ai aussi une sorte de leitmotiv, c'est pas de compromis. Parce que si vous êtes dans le compromis, que le client en face, il n'y a pas de réponse, bah, vous savez plus dans quelle direction aller. Alors que si vous prenez, je vais aller à gauche, si vous vous trompez, vous savez qu'il faut aller à la droite. Alors que si vous êtes en plein milieu, vous ne savez pas où il faut aller. Donc je déteste les compromis. Si on prend le cas, on a parlé tout à l'heure en avant le podcast d'Apple avec sur iOS 15, eux ils ont fait le pari de mettre donc, la barre de recherche au Safari navigateur web en bas. Alors ça c'est un vrai pari pour le coup. C'est un vrai pari, ils disruptent un peu les usages qu'il y avait de maintenant depuis l'iPhone il est sorti maintenant il y a je sais pas 12-13 ans, toujours en haut. Qui était un pari déjà à la base, de se dire on va reprendre ce qu'on connaît sur un ordinateur, la barre elle est en haut. Sauf que désormais peut-être qu'ils se sont rendus compte que le pouce il est pas si grand que ça et que finalement il faut tout avoir à portée de pouce et toute la navigation se fait normalement avec le pouce. Bon voilà, maintenant on a tous été déformés pendant 12 ans à aller chercher une sorte de la barre de recherche en haut, pour aller taper des URL, on a 12 ans qu'on la cherche, qu'on la prend en haut et désormais il faut aller la prendre en bas et ça disrupte tout le monde. Tous les gens qui sont sur iOS 15 aujourd'hui parlent pas que de ça. On a tous d'autres obsessions dans la vie, mais en tout cas, on en parle beaucoup. C'est de se dire, purée, ça change beaucoup nos usages. Mais bon, on va s'y faire. Hein, la nature ayant horreur du vide, on va s'y faire. Ok. Quand je regarde ton parcours, qui est extrêmement riche, tu as beaucoup été dans tout ce qui était cosmétique, beauté ou mode, avant d'avoir un penchant réellement sur le mobile. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter la première expérience ou situation qui t'a fait dire « Moi, j'ai envie d'évoluer dans le luxe, dans la mode, dans la cosmétique » Et puis après, à quel moment tu as eu le tilt pour te dire « En fait, le mobile, c'est aussi quelque chose que j'apprécie et que je veux switcher » Ouais, c'est une très bonne question. Et en fait, aujourd'hui, quand je parle à des gens où je me fais chasser, ça arrive, hein, on peut le dire, on me demande toujours « Définissez-vous » et je dis toujours, moi, il y a deux choses qui me caractérisent, c'est que, un, je suis un gros geek. Et deux, j'adore la mode et j'adore tout ce qui touche à la fashion et ainsi de suite. Et d'où ça vient je pense que ça vient de mon enfance sur la partie fashion et ainsi de suite. Je traînais beaucoup avec ma mère. J'étais dans ses jupes et donc du coup, ça m'a un peu influencé sur pas mal de trucs où je me disais, je sais pas, elle voyait un défilé à la mode, elle me disait, viens voir, un défilé de mode à la télé, elle me disait, viens voir et ainsi de suite. Donc ça m'a toujours un peu marqué. Donc j'ai toujours trouvé ça fun. Et puis le côté aussi, je percutais déjà petit que nous, les hommes, on n'aurait pas grand-chose niveau mode. Enfin, il y avait toujours ce penchant, tout est pour la femme, il y a un peu moins de choses pour l'homme. Et donc, du coup, ça a été assez dominant dans mon parcours. Et puis après, il y a eu un truc, c'est qu'il y a eu la révolution mobile. Et je me suis découvert geek sur le tard, un peu. Toute cette époque des MacBook blancs, des iPods et ainsi de suite. Avant ça, j'étais pas très geek. Chez moi, on avait un ordinateur, mais un Hewlett Packard. Un truc terrible avec, je sais pas, 32 mots de RAM. Je sais pas ce que c'était à l'époque. Et non, je me suis un peu découvert geek sur le tard. Et en fait, je suis rentré en agence mobile et mon premier jour, j'étais chef de projet junior. Et mon premier jour, on m'a dit, Paul, tu vas faire un storyboard, des wireframes pour une application mobile. Et je me suis lancé dedans et depuis, ça fait maintenant 10 ans que je fais des applications mobiles, des sites internet, notamment e-commerce. Et donc voilà, il y a un moment donné, j'ai eu j'avais cette volonté et j'ai tout fait pour de rejoindre LVMH. Donc les planètes sont un peu alignées, c'est-à-dire que j'ai pu bosser donc dans le luxe, dans la mode et ainsi de suite, et puis être sur du mobile. Donc c'est exactement ce que je faisais chez 24S, Feu 24 Sèvres. Donc chez 24S, qui était mon job, c'était de gérer toute la partie mobile e-commerce et faire en sorte que justement les clients aient une belle expérience mobile pour acheter des produits de luxe et pas que de luxe, en tout cas de mode, de fashion et ainsi de suite, de lifestyle. Et donc voilà, mon parcours il a été un peu fait de soit l'un soit l'autre et à un moment donné les deux en même temps. Et donc c'est là où tu es plutôt content en principe dans ta carrière quand tu arrives à faire en sorte que tes deux passions se matchent et se concrétisent par un job. Et donc, c'est pour ça que j'ai passé 4 super années chez LVMH. Et
bah, on a eu l'occasion, Gérald, de travailler ensemble Avec grand plaisir en dans plus. dans la même équipe. Et donc, du coup, c'était assez fun. Et c'est des trucs qui sont hyper stimulants parce que c'est là où, bah, quand tu arrives le matin au travail, tu es content parce que tu sais que tu vas travailler, sur des projets que tu aimes, dans un domaine que tu aimes. Donc, c'est assez top. Et puis après aussi, ce qui est très positif et on s'en rend compte, c'est dans la partie managériale. C'est que c'est pas que c'est tout de suite plus facile de manager, mais en tout cas, c'est que bah, tu as tellement plus de passion à partager, d'entrain, et aussi de donner une sorte de North Star, d'étoile polaire aux gens pour dire ok, bah, on va dans ça. Chez 24S, on était entouré de beaucoup de geeks qui n'avaient pas forcément d'appétence pour la mode et ainsi de suite. Mais à un moment donné, il faut l'avoir, cette appétence. Pourquoi ? Parce que on va comprendre ce que c'est qu'un panier moyen, on va comprendre pourquoi les gens viennent et vont faire tel achat, pourquoi est-ce qu'on va faire en sorte qu'ils reviennent. Et donc, du coup, dans toute la partie managériale, c'est hyper important de transmettre certaines valeurs qui sont les siennes, qui peuvent être celles de la boîte aussi, sans être trop corporate, parce que le corporatisme, je ne suis pas très fan. Mais en tout cas, ça aide beaucoup dans le management au quotidien. Et finalement aussi, le rôle d'un product manager, c'est de donner une vision à l'équipe avec qui il bosse sur le produit. Pour dire, ben, les gars, en fait, impliquez-vous parce que ça, voilà les impacts que potentiellement ce qu'on veut mettre en place, ça aura sur le business, sur le chiffre d'affaires, sur potentiellement, s'ils sont internes aussi, votre participation, en fait. Ouais, il y a des incentives qui sont pas négligeables. Et c'est vrai qu'en effet, dire. Après, il y a des. Moi, j'ai toujours aimé bosser. Enfin, maintenant, je le fais plus du tout parce que parce on est en remote et deux, mon job fait que je suis moins proche des devs, mais j'ai toujours adoré bosser à côté des devs. Parce que leur dire, bah, tu vois, ce produit, on met tel visuel avant celui-ci, tu vois le panier, le panier, le cart, on va placer les boutons de telle façon, on va mettre un petit cadenas vert pour rassurer sur le paiement sécurisé. Bah, un dev, au début, il n'a pas forcément soit il a la compréhension ou soit il l'a pas, et quand il l'a pas, on lui explique que bah, c'est pour faire en sorte que les gens aient une meilleure perception du produit, digital en lui-même, et puissent acheter en toute confiance et... Oui, on voit que si on met un cadenas au-dessus de petites icônes de carte de paiement, bah, le taux de conversion il va augmenter. Enfin, personne ne s'en douterait. Bah si, c'est juste que les gens ils aiment être rassurés. Enfin, ouais, bien entendu. Même moi, quand je paye, je regarde si je regarde si je suis en HTTPS sur un site et si tout est sécurisé, s'il y a des paiements s'il y a des moyens de paiement relativement normaux, c'est là où ça me réconforte. Bah, on fait exactement la même chose quand on développe des produits digitaux. On est de l'autre côté de la barrière et on essaye de transmettre ça aux people avec qui on bosse. Surtout qu'il y a toujours une partie des utilisateurs qui sont pas forcément encore très à l'aise avec les outils et qui cherchent finalement toujours cette sécurité en se disant Ouais. est-ce que je peux payer, est-ce que je peux y aller en fait. Et tout le travail qu'on doit faire, c'est de lever ces freins-là en fait à la conversion. Ouais, et il y a surtout l'aspect, et je pense que c'est le plus challengeant maintenant, moi je suis amené à gérer des plateformes, elles sont pas forcément que mobiles, c'est aussi des sites classiques desktop, mais sur le mobile, il y a encore quelque chose d'autre qui est plus compliqué, c'est que maintenant ça rentre dans les mœurs, mais en effet, il y a des gens je prends l'exemple de 24S ou sur n'importe quel site de produits de luxe, on va acheter des produits qui sont relativement chers. Et donc du coup, un achat sur mobile, bah, les gens ils se disent est-ce que c'est sécurisé, c'est mon téléphone et ainsi de suite. Ah ben je serais mieux chez moi à la maison devant mon ordinateur pour payer. Et je pense qu'on a tous eu l'exemple. Moi je me rappelle à l'époque j'étais en agence digitale et j'étais en mission pour Air France. Ben, on voyait la différence de taux de conversion entre les personnes sur tablette versus les personnes sur desktop. Mais en fait on se rend compte que sur les petits écrans les gens font de la consultation. Et c'était le cas dans le luxe, c'est un peu moins le cas parce que il y a des très grands acteurs qui font des très belles choses, des Farfetch, des Matches et ainsi de suite, qui ont des applications qui sont très très bien faites. Et la consultation sur petit écran et la validation, le paiement sur grand écran. Et nous, ce n'est plus notre cas aujourd'hui. Toi, moi, je pense qu'on est tous les deux des digital natives et on se débrouille très bien sur mobile. Mais nos parents, bah ouais, ils consultent sur un petit écran, ils achètent sur un grand. Donc voilà, il faut aussi faire un peu faut être à la fois ludique, il faut être à la fois sécurisant, je pense, pour les clients. Et ouais, cette notion de sécurité, elle est hyper forte parce que on entend tous les jours des data breach dans tous les sens. Hier, c'est Twitch c'est Twitch qui s'est fait leaker toutes les rémunérations de tous les Twitchers dans le monde entier. Facebook, la semaine dernière, il y a les whistleblowers dans tous les sens. Ouais, les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Et même si les gens, ils n'ont pas d'appétence particulière avec le mobile, ils en entendent tous parler. Enfin, on est tous au courant de quelque chose qui s'est passé. Et donc, du coup, il faut être là aussi pour rassurer et faire en sorte que... Et pourtant, les gens, ils définiraient tous, à mon avis, l'iPhone comme l'extension de leur bras. Mais beaucoup se disent, ah ouais, moi, pour payer, bah, je vais aller sur mon desktop. Bon, bah, c'est là où nous, notre job, il est avec des UX designers notamment, parce qu'ils ont une forte notion
tout ce qui est psychologie liée à la consommation et à la navigation, bah ouais, c'est d'être là pour rassurer et faire en sorte que l'achat en lui-même se passe bien. Et surtout, on les rassure tout au long du process. C'est que l'achat n'est pas l'étape finale. L'achat, c'est que le milieu Enfin, c'est que le milieu du process. Après, il y a tout ce qui est lié à l'expédition et ainsi de suite. Et après, tu peux faire en sorte, avec des push notifications, de tenir au courant les gens de l'avancée, de la livraison. Après aussi, la notion de SAV, elle est très, 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 très puissante. Partie Customer Care. Exactement. Et que le Customer Care, bah, il se fait aussi sur mobile. Et au final, même le Customer Care sur mobile, il y a une proximité qui est différente par rapport à si on était sur des emails classiques, en fait. Exactement. Et c'est cet aspect-là qui n'est pas à négliger parce qu'en effet, on peut être amené à chatter avec quelqu'un. Bah ouais, c'est comme si on était sur WhatsApp ou sur iMessage. Et donc, parfois, tu as quelqu'un du Customer Care qui va te répondre, qui va plutôt bien le faire. Bah ouais, ça va te rassurer. Et donc, du coup, bah, ça peut créer un déclic pour le prochain achat. Bah ouais, forcément, je vais le faire sur mobile. Et c'est un point hyper important à prendre en compte. Et surtout, je pense que dans le luxe, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on doit fortement aussi parfois s'inspirer de la grande consommation. Enfin, on peut voir l'explosion des Uber Eats et des Deliveroo ces derniers mois, ces derniers semestres suite à la crise. Enfin, on a tous beaucoup commandé en ligne. Enfin, en tout cas, dans mon entourage et moi-même, c'était mon cas. Bah ouais, tout se passe sur mobile et tout est aujourd'hui une bonne expérience digitale. Si elle n'est pas sur mobile, c'est complexe. Enfin, il faut qu'elle soit mobile first. Et donc, moi, ça a souvent été mon job. C'est qu'on a beau être dans des boîtes qui sont très digitales à la base, faire de l'advocacy et puis aller chercher des soutiens dans tous les sens pour faire en sorte que, bah ouais, on veut faire en sorte que tout se passe sur le mobile. C'est sur le mobile. C'est assez, ça prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, qu'on se soit chez un pure player, bah, il faut parfois convaincre. Et quand on est chez je le voyais j'ai fait 4 années en agence digitale, donc j'étais soit en régie, soit à distance, mais en tout cas, aller convaincre des clients que, pourtant, ils vous ont sollicité pour aller créer des sites internet, pour aller créer des applications, les convaincre que tout va vraiment bien se passer sur le mobile et ainsi de suite. Ouais, ça demande du temps, pas mal d'énergie et un peu de résilience, quoi. Donc, c'est aussi un aspect important du job. Fondamentalement, quelle est la différence entre avoir un produit en fait en soi sur du e-commerce, sur des desktops classiques, et le créer un parcours sur mobile? Est-ce qu'il faut des compétences particulières plus précises, connaître bien les OS, connaître le fonctionnement des OS, des menus, on parle souvent de différence entre Android et iOS. Est-ce que c'est très important ou pas du tout finalement? Ouais, en fait, je pense que c'est relativement important parce qu'il y a une donnée à prendre en compte et c'est la plus grande de toutes, c'est que sur mobile, tu as un petit écran. Et tu auras beaucoup moins de place que sur un desktop. Et donc, du coup, tu es dans une hyper simplification qui ne doit pas être too much, trop pensé, trop surpensé. Il faut simplifier les choses, les rendre hyper ludiques, très instinctives. Donc ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de tests. Et c'est pour ça que moi, dans mes équipes, j'ai des très bons UX researchers. C'est que c'est là où se pense le produit. C'est en amont, c'est de se dire, OK, on a une interface, comment est-ce qu'on va la simplifier, comment est-ce qu'on va la faire, on va faire en sorte qu'elle soit compréhensible très rapidement. Et après, il y a aussi cet aspect, tu l'évoques dans ta question, c'est prendre en compte les spécificités des OS. Les gens sur Android sont habitués à certains usages, les gens sur iOS sont habitués à d'autres. Prendre bien ça en compte et éviter de faire des choses, et ça après c'est de la religion, mais de faire des choses cross-platform et ainsi de suite, et d'utiliser des technos qui sont pour moi des fausses bonnes idées, où on se dit avec une application vous allez pouvoir avoir une application iOS, une application Android. Ça, j'y croyais pas à l'époque et j'y crois moins maintenant, les applications hybrides. Après, il y a tout ce qui est les sites responsive aujourd'hui peuvent très bien faire le taf, tout ce qui est en PWA aussi. C'est plutôt bien fait. Mais alors PWA, c'est Progressive Web App. Ouais, exactement. Et donc c'est faire en sorte que ton application s'adapte bien à ton mobile et vive bien quel que soit l'OS. Mais je suis un ayatollah du principe de un device égale un OS. Et donc, du coup, une application doit correspondre à l'OS sur lequel elle va être utilisée dans le futur. Donc ça, c'est extrêmement important selon moi. Et il y a des gens qui ont d'autres convictions sur ces aspects-là. Et souvent, c'est purement budgétaire, on ne va pas se le cacher, parce que même moi, je dois décider sur... en effet, au lieu d'avoir une application qui fait tout, à un moment donné, on va en avoir 2 qui vont très bien faire le job sur chacune des plateformes. Ça coûte plus cher. Ouais, mais bon, moi, sur cet aspect-là, sur le budget, je vais pas renier quoi que ce soit. C'est-à-dire que je vais
faire en sorte que ce soit bien fait. Et ça se verra après dans la maintenance, ça se verra après dans l'expérience client surtout. Et comme mon job, c'est de faire du e-commerce, faire en sorte que ça convertisse. Et en effet, si sur iOS, on garde les réflexes des gens dans l'application, enfin dans l'application qu'on développe, on a les mêmes patterns, les mêmes behaviors et ainsi de suite, les gens convertiront et convertiront plus. Et feront des paniers moyens plus importants, feront du repeat. Et ça paraît, ça peut paraître un peu flou, un peu bizarre de dire ça, mais ouais, quand on respecte un OS et quand on respecte des guidelines qui ont été définis, bah là, dans le cas présent par Apple ou par Google, bah c'est ce que, en fait, à la fin, on y gagne tous. Et les fausses bonnes solutions, c'est faire du cross-platform, du phone gap et du Xamarin, ainsi de suite. C'est pas, selon moi, ça fonctionne pas trop. En fait, ça peut fonctionner potentiellement en fonction de la cible qu'on va viser. Oui, et le time aussi, le time to market, et ouais. aussi la durée de vie d'un produit. C'est-à-dire qu'en effet, potentiellement, si demain, moi, tu me dis, si j'ai un de mes sponsors, un de mes stakeholders qui me dit, bah, Paul, tu as 3 semaines pour faire une application qui doit être compatible sur tous les devices, et on sait que sa durée de vie, c'est pour un pop-up, c'est pour un event, c'est pour une saison, et ainsi de suite. Ouais, à un moment donné, je vais vite... et même, je vais même challenger le fait de faire une application tout court. Je vais dire, bon, on va aller full responsive, et puis on va très bien faire le job, et ce sera plus rapide. Mais là, on est en train de parler d'applications qui sont pérennes, qui sont là pour durer, et donc du coup, faire et qui apportent réellement quelque chose aussi. Et qui apportent réellement quelque chose, et qui sont intégrés aussi dans l'écosystème. Dans l'écosystème. Après, Apple va te sortir des widgets, et on a des widgets maintenant depuis quelques semestres sur les iPhones. Bah, c'est à utiliser. Avoir de la recherche universelle, bah ouais, en effet, tu es dans ton iPhone, tu cherches quelque chose, ça va te rediriger dans l'application parce que tu as cherché ça, et ainsi de suite. C'est hyper précieux, il faut absolument s'en servir parce que ça a beau être parfois des micro-usages, ouais, mais ces micro-usages, c'est fait par des power users qui, eux, ont l'habitude de dépenser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on y gagne. Pour expliquer un petit peu la partie widget, si potentiellement, tu me corrigeras si je me trompe, dans ton application e-commerce, tu as créé un widget et que tu as indexé certains produits et que le user fait une recherche dans son téléphone, potentiellement, on peut directement lui pousser des produits directement sans même qu'il ouvre l'application. Exactement. Et donc, au lieu d'avoir une application qui est ce petit icône que tu as sur ton téléphone, c'est non, finalement, ton application, elle est partout dans ton téléphone. Et ça rend l'expérience, déjà assez seamless, et hyper pratique, parce que toi, en tant qu'éditeur d'application et de solutions e-commerce, tu as plein de nouveaux touchpoints auxquels tu n'avais pas pensé. Et en tant que user, en tant que client, tu as gagné parce que tout est beaucoup plus rapide, et la solution à ton problème, à ta recherche, ainsi de suite, tu l'as. De suite. Et si c'est bien exécuté, parce que l'exécution est toujours la plus importante, ça rend des expériences e-commerce, c'est pas que d'ailleurs, mais ça rend les expériences plutôt sympas. Ouais. Paul, dis-moi, quel est le plus beau souvenir ou accomplissement que tu as vécu en tant que product manager jusqu'alors ? Je pense qu'on l'a partagé. Je me souviens plus de ton arrivée chez 24S, genre de la date exacte. Mais j'avoue que octobre 2016 pour moi. Ok, donc c'était après le lancement. Non. Ah non, avant. C'était avant. Alors c'était avant le lancement, parce que je sais plus en quelle année on l'a. En tout cas, c'était le lancement de 24S. Enfin, à l'époque, c'était 24 Sèvres. Ouais. Quand on construisait encore. On construisait. Alors c'était. Je vais faire le pitch pour les personnes qui. Enfin, je vais refaire l'histoire pour les personnes qui nous écoutent. C'est que moi, à l'époque, j'ai été contacté par LVMH. On m'a dit, on est une société sous la houlette de LVMH, mais on n'a pas trop le droit de le dire. On va travailler en sous-marin pendant quelques mois, et puis au bout de ces mois de travail, il y a une solution e-commerce qui va sortir. Et Paul, c'est très simple, vous n'avez pas le droit de dire pour qui vous bossez, ce que vous fêtes, et vous allez bosser dans des locaux complètement à part de la société en question. Et donc du coup, la deadline a un peu bougé avec le temps, mais en tout cas, on a bossé pendant un an et demi comme des fous. De jour comme de nuit. De jour comme de nuit, à faire en sorte que des équipes se construisent. Donc c'était aussi une partie importante du job, faire en sorte qu'on ait les bons people autour de la table. Quand on trouvait qu'une solution ne nous plaisait pas, on la construisait nous-mêmes. Quand il y avait des pure players qui proposaient vraiment des solutions super sympas, on s'en servait. Et donc ouais, on a construit à l'époque, je faisais Contentful, hein. Je faisais que exactement, je faisais que du mobile à l'époque. Et donc ouais, pendant un an et demi, on travaille assez fort. Et après, il y a un beau jour, on vous dit, on va partir live. Et donc
Ça, c'était un bel accomplissement parce que ouais, je suis arrivé, on était 10 dans la structure. Je suis reparti 4 ans plus tard, on était 130. Et donc, on a construit littéralement une boîte from scratch. On a construit une solution. On a construit un produit digital, une expérience à la fois physique, parce que, comme je le disais, la chaîne de valeur, elle ne se fait pas que sur le mobile. Elle commence sur le mobile et elle se termine pas, non, mais l'étape suivante, c'est de recevoir quelque chose de joli chez soi. Donc voilà, on a tout construit from scratch. Et in fine, le jour où vous partez live, vous êtes assez content parce que il faut que ça se passe bien. Et ça a été le cas. Et c'est surtout c'est assez gratifiant pour tout le monde de se dire on a bossé pendant très longtemps et ça a bien fonctionné. Parce que dans le digital, souvent les choses vont un peu plus vite que ça. Enfin, vous pouvez construire aujourd'hui des applications très très rapidement, les sortir. Ça a pris quelques semaines et ainsi de suite. Mais travailler fort pendant 1 an et demi et voir cette chose se concrétiser, hein, de voir une application sur le store côté Apple et voir les premières commandes être passées sur un site, sur une app. Justement, quelle est la sensation que tu as ressentie lors de la première commande sur l'application ? Franchement, c'était pas mal de fierté parce que c'est toujours un peu le paradigme un peu particulier sur mobile, c'est que autant les gens sont très captifs et peuvent passer commande, il n'y a pas de souci, mais c'est qu'il y a une première étape qui a été de télécharger l'application. Et ça, aller télécharger une application, ça peut rester un effort pour certaines personnes, c'est-à-dire je vais aller dans l'App Store, je vais aller chercher, et ainsi de suite. Et donc du coup, c'est assez gratifiant parce qu'on se dit, les gens, ils ont cherché, parce qu'en plus, l'application n'était pas particulièrement mise en avant. C'était un truc relativement organique. On faisait pas de paye de dessus. On faisait pas venir les gens. Il n'y a pas de deep link, ainsi de suite. Donc, on savait que les gens qui passaient commande sur l'application, ils étaient, c'était des gens qui avaient fait une certaine démarche. Et c'était hyper gratifiant pour nous parce que ça c'était la récompense de pas mal de travail et on le voyait, ça se passait bien. Et la data était très, très bonne parce que la partie aussi importante de mon job, c'est faire en sorte d'analyser ce qui se passe. Et c'est-à-dire, j'ai beau avoir des ressentis, des idées, des intuitions. Moi, mon avis compte vraiment pas. Enfin, sincèrement, je le dis toujours à mes équipes. C'est pas moi. Enfin, s'il y a une décision à trancher, oui, bien entendu, mais c'est la data qui va parler, c'est les tests utilisateurs qui vont parler. Moi, mon avis compte pas beaucoup sur les couleurs, ainsi de suite. J'ai beau avoir beaucoup de goût. Sincèrement, mon avis compte vraiment pas. Ce qui compte, c'est ce que les gens dans la vraie vie, oui, ce que les utilisateurs font. Il y a que ça qui compte aujourd'hui, quoi. Il y a il y a des gens qui sont très visionnaires. Autant, non, la data, c'est elle qui, les chiffres ne mentent pas, quoi. Et donc, grosse partie du job aujourd'hui, c'est ça, quoi. Je m'entoure de pas mal de data miners et scientists et ainsi de suite pour en faire en sorte qu'on ait des bonnes analyses, qu'on détecte les bons patterns, les moins bons, et qu'on soit toujours en amélioration, qu'on soit en amélioration continue. Ouais. Et qu'est-ce qui provoque le plus de plaisir pour toi dans ce que tu fais au quotidien ? Alors, pour le coup, c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années, que j'avais pas très logiquement au début de carrière. C'est toute la partie management. Okay. Je suis très fier de mes équipes, des gens que je recrute, et surtout là où j'éprouve un certain épanouissement, c'est que je les vois grandir. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'embauche, que j'essaye de guider au quotidien. Et cet aspect-là, il est hyper important parce que on mise beaucoup sur les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le digital, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le digital. Et les bons profils, c'est plutôt rare, les très bons. Donc, quand on en a, on fait en sorte de les couver, on fait en sorte de les challenger aussi énormément. Et j'ai toujours, là aussi, j'ai un autre leitmotiv, j'en ai beaucoup, mais je demande toujours, moi, aux gens que je manage, qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Et moi, mon boss, il me dit toujours, Paul, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Et donc, du coup, c'est toujours essayer de se projeter là, sur la suite, sur cette notion aussi de décision et de prise de recul. Et ça, c'est aujourd'hui dans mon job, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, autant développer des produits digitaux et tout, c'est fun. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le challenge et l'aspect le plus motivant, stimulant, c'est de voir des gens grandir. C'est ça, de faire s'élever, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Et de miser aussi sur eux. C'est-à-dire moi, aujourd'hui, j'ai des product managers dans mes équipes. Ouais, je leur confie des budgets, je leur confie des recrutements, je leur confie des people, des projets à part entière. Et de faire en sorte d'être là en soutien, d'être là pour trancher, de
je peux être aussi le premier avocat des sujets qui sont en train de porter auprès de stakeholders quand on va faire des présentations et ainsi de suite. Moi, j'ai aucun mal à être l'avocat des projets de mes équipes, alors que je pourrais être le premier. Enfin, je pourrais prendre la couverture et dire ok, c'est moi qui vais mettre en avant ce projet, ainsi de suite. Non, mais bon, moi, je suis là très souvent pour faire pour être l'avocat de mes équipes. Et c'est vraiment ce qu'il y a aujourd'hui de plus stimulant, de plus chronophage et qui génère aussi le plus d'émotions. C'est-à-dire que quand ça se passe bien, on est hyper content. Et quand on voit au contraire qu'il y a de la difficulté, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, c'est là où il faut un peu s'accrocher parce que, comme je l'ai dit, hein, on a confié des people, on a confié des projets, on a confié des budgets. Ouais, c'est vrai que si ça commence à dérailler, c'est là où on se dit, purée, est-ce que c'est moi qui me suis trompé initialement? Est-ce que j'ai trop donné? Est-ce que j'ai pas assez donné? Est-ce que j'ai pas été assez là? Et ainsi de suite. Et c'est le temps qui fait son œuvre. Hein. C'est là où on s'améliore tous et on essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Ouais. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Comment tu fais pour toujours être au courant de tout? D'avoir toutes les rumeurs sur les dernières innovations? Dès qu'il y a quelque chose, tu es au courant avant tout le monde. Comment tu fais? Je pense, enfin, c'est le truc un peu bête, je pense, que tout le monde met sur son CV, c'est je fais de la veille. Non, mais je fais en fait une sorte de veille inconsciente, c'est-à-dire, et je crois beaucoup, je suis un grand fan de Twitter, et je pense que, très sincèrement, aujourd'hui, c'est une des sources d'information, les plus rapides, les plus fiables. Et pourquoi fiables? C'est quand on suit typiquement les bonnes personnes sur Twitter, des journalistes, de la tech, certains sites spécialisés, ainsi de suite. Très sincèrement, tu lances Twitter le matin, c'est souvent les US qui ont geeké toute la nuit, donc tu as les informations quand tu te lèves. En 5 minutes, tu es au courant de tout ce qui se passe, que ce soit sociétal, que ce soit high-tech, que ce soit sport, tout ce que tu veux, tous les domaines de la vie. Si tu suis les bonnes personnes, c'est bon. Donc, j'ai toujours beaucoup cru en Twitter. Je me rappelle me m'être inscrit en 2007, à l'époque où tu envoyais tes tweets par SMS. Donc, il n'y avait pas d'application, c'était à l'époque sur BlackBerry. Donc, je suis un peu vieux. Tu recevais aussi les tweets par SMS. Donc, je ne sais pas si beaucoup de gens se souviennent de ça. Et donc, voilà, il suffit juste d'avoir bien paramétré certaines choses, quoi. Donc, il y a des gens, ça va être lire le journal tous les matins, faire leur revue de presse, on en parlait tout à l'heure. D'autres, ça va être laisser tourner les chaînes d'infos en continu. Et ce qui peut être tout à fait fatigant pour l'esprit et nocif. Après, il faut juste bien choisir l'information. Mais ouais, c'est cette notion de veille et d'être au courant, c'est pas mal. C'est de la lecture et c'est des bons podcasts comme le tien. Ça va suivre aussi les tendances, et on a vu les podcasts réémerger ces dernières semaines. La crise a beaucoup joué. Les confinements ont beaucoup joué là-dessus. Et puis après, c'est aussi discuter entre passionnés, c'est-à-dire que toi, on le sait très bien, c'est que dans toutes nos expériences pro, on a croisé plein de gens qui étaient tout aussi passionnés que nous. Il suffit juste d'être un petit peu en contact avec eux et les premiers sujets de discussion qui viennent, à part comment ça va et où t'es en ce moment, c'est de se dire t'as vu t'as vu ça, t'as vu ci, t'as vu ça. Et si la personne n'a pas vu, très bien, t'es hyper content de partager l'info. Et si elle est déjà au courant, ça phosphore et il y a un peu de jus de cerveau qui se déverse là-dessus. Donc c'est plutôt cool. Donc ouais, c'est une bonne source d'infos et de l'échange et être un peu curieux. C'est-à-dire que je valorise la curiosité plus que tout dans moi au quotidien et aussi dans les personnes que je recrute. J'aime que les gens soient curieux. C'est ça. Pour toi, c'est fondamental. La curiosité, les gens qui sont pas curieux, moi, ça me rend un peu triste. Ou alors ce sont des experts d'un domaine. Mais est-ce qu'on a déjà vu un expert très heureux? Je sais pas trop. Mais en tout cas, non, mais c'est être un peu, s'ouvrir un peu. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous les... il y a tout à disposition, en fait. Tout est à disposition, est à portée de clic. Il y a des applications dans tous les sens, il y a des sites dans tous les sens, il y a des modes de déplacement. On va aller voir quelque chose, on peut aller le voir. On n'a même pas besoin de se déplacer. C'est aussi la magie de la chose. Donc ouais, c'est vraiment... c'est la curiosité. Et donc, chez moi, fine depuis toujours, mais aussi dans mes équipes. Il n'y a rien de plus précieux qu'un dev qui dit moi j'ai vu qu'il y avait telle tendance, il se passait ça, et ainsi de suite. C'est ça qui est important, c'est cette émulation-là qu'on a besoin, en fait, se nourrir des gens, en fait, au final. Et puis l'émulation, elle est... si elle est saine, si elle est bien gérée, si elle est partagée, c'est le principe... non, c'est pas si elle est partagée, franchement, ça peut être en day-to-day au quotidien, ça peut être un truc hyper stimulant pour les acteurs d'un projet.
de voir les curiosités, enfin de chacun, voir que ah bah ouais t'es spécialiste data, mais t'aimes aussi les cryptos, très fun, enfin tu vois, très sympa, on va en parler. T'es dev, mais t'aimes aussi le skateboard, bah trop bien. Enfin tu vois, ce genre de choses. Bah t'es UX designer, t'aimes beaucoup la musique, bah fine. Et bah en effet, il y a des très bons acteurs dans chacun des domaines que je viens de citer. Bah ouais, on peut s'inspirer à peu près de tout le monde, enfin des gens qui exécutent plutôt bien les choses, pour après faire grandir soi-même, son intellect et sa culture générale, et deux, aussi les projets sur lesquels on bosse. Donc ouais, très important. Tous les 6 mois à peu près, on se donne rendez-vous pour suivre les conférences Apple, pour suivre les nouvelles innovations techniques, fonctionnelles, d'usage, mais aussi technologiques finalement. Et depuis plusieurs années, là, il y a eu l'apparition de LiDAR, qu'on voit de plus en plus dans les téléphones, notamment pour tout ce qui est IA, réalité augmentée, dans nos téléphones. Du coup, selon toi, quel serait l'impact que cela aura dans nos usages de consommateurs mobiles et surtout de l'expérience e-commerce ? Je pense que c'est une techno à l'heure actuelle, donc le LiDAR, qui est très sous-utilisé sur l'aspect mass market. Je pense que on n'y est pas encore, les usages n'ont pas été créés. À la limite, j'ai envie de dire le premier, le gros usage de LiDAR, ça a été sur Pokémon Go. C'est un peu bête, mais et ça peut être risible. Je trouve que Pokémon Go est un truc assez incroyable qui s'est passé il y a quelques années. Je me rappelle du lancement de cette on voyait des gens dans la rue, effervescence, on voyait les gens dans la rue en train d'aller chasser des Pokémon. Moi, je trouvais ça trop bien, sincèrement. Et pourtant, je suis pas un adepte de manga, de Pokémon. Pourtant, c'est ma génération, mais je suis pas du tout adepte de ça. Et après, quand LiDAR est arrivé, ça, je pense que ça a rendu les usages aussi beaucoup plus faciles sur tout ce qui était réalité augmentée. Et là, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et pourtant, c'est quelque chose de très puissant. Aujourd'hui, tu prends un iPhone 13 Pro, tu prends un iPad Pro, tu as les capteurs LiDAR, tu peux faire des trucs assez monstrueux. Mais on n'y est pas dans l'aspect mass market, dans l'aspect e-commerce. On n'y est pas encore. Il y avait des exemples de choses qui étaient plutôt bien faites. C'était chez Asos il y a quelques 1 ou 2 ans où tu avais une tenue, une silhouette, et tu pouvais, à travers du coup l'écran de ton iPhone, visualiser un mannequin devant toi qui bougeait et qui portait une tenue, celle que tu voulais acheter. Donc ça, c'était plutôt bien exécuté. On avait essayé de le faire chez 24S. Et raison budgétaire, ça n'avait pas été chose qui arrive. Je n'avais pas été suffisamment bon défenseur de mon budget. Bref. Donc ouais, le LiDAR, on n'y est pas encore. Ça va se développer. En fait, il manque, et c'est comme toujours, il manque ce grand acteur qui va proposer une feature incroyable et qui va révolutionner l'usage, ou ce phénomène de société qui va faire en sorte qu'en effet, on savait que c'était présent dans nos devices, mais on s'en est pas trop servi. Je prends toujours l'exemple, et ça m'a fait beaucoup rire, même si les circonstances étaient moins drôles, mais je prends l'exemple des QR codes. Enfin, il y a 2 ans, tous les geeks du monde entier, tous les mecs te disaient, QR code, c'est ridicule, personne ne scanne un QR code, littéralement personne. Et c'était même l'objet de pas mal de moqueries sur les internets. Oui, c'est le mot est pluriel. Sur les internets, c'est l'objet de moqueries. Et qu'est-ce que la crise sanitaire a provoqué ? Tous les menus des restaurants sont en QR code. Digitalisé, ouais. Ton pass sanitaire, c'est un QR code. Maintenant, on a des QR codes à peu près partout autour de nous. Voilà, un phénomène de société. Dans le cas, c'est plutôt triste, parce qu'on parle d'une crise, d'une pandémie mondiale, et qui a tué beaucoup de gens et qui en a abîmé d'autres. Donc, pas très fun. Mais soit un grand acteur qui crée un nouvel usage. Souvent c'est Apple. Il y a des technos qui sont sortis un peu partout avant ailleurs, mais Apple la rend bien, ou la rend utilisable au quotidien. Il l'intègre en fait dans avec une facilité d'exécution que nul autre arrive à faire pour le coup, bien souvent. Ouais, et puis on est dans les mains des utilisateurs. On parle des devices et ainsi de suite. Donc en effet, la facilité d'utilisation, si elle est là, ça rend n'importe quel projet assez sympa. Donc soit un grand acteur, soit un phénomène de société qui peut un peu bouleverser certaines choses. Là, je parlais des QR codes, mais en effet, peut-être que un jour, on ira scanner certaines choses en LiDAR. Peut-être que ce sera tout ce qui est lié à l'autonomie, les voitures autonomes et ainsi de suite. Parce que je pense qu'aujourd'hui, peut-être que je dis une bêtise, mais le capteur LiDAR de mon iPhone est sûrement plus puissant que celui qu'il y a sur une Tesla. Et on parle de choses quand même très, très puissantes à la base. Mais voilà, peut-être qu'il y a des nouveaux usages qui vont se créer et qui feront en sorte que les technologies qu'on avait sous la main seront un peu plus utilisées. Ouais. Alors justement,
quand on est au côté du produit et qu'on sait qu'il y a des technologies qui existent, est-ce qu'on se pose la question des fois, ok, réfléchissons à comment on peut tirer profit de cette nouvelle technologie, même si on ne sait pas encore comment on peut l'utiliser, pour prendre de l'avance potentiellement sur les concurrents, compagnie, et se positionner comme un nouvel acteur ayant révolutionné un domaine de compétences, je ne sais pas, dans le cinéma, dans n'importe quoi. Ouais, et ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, d'autant plus que dans le monde de la tech et du digital, en gros, si tu t'arrêtes d'innover, bah il y a ton concurrent qui est en train de, qui le fait qui le fait à ta place. Donc ouais, ce qu'on se disait, il y a des keynotes d'Apple tous les 6 mois. Il y a des petits devs qui font des petits programmes, des petites librairies sympas. Il faut surtout être très curieux là-dessus. Ne pas hésiter à innover, ne pas hésiter à pousser des features, même si elles ne fonctionnent pas. Et on apprend nos échecs. Hein. C'est pas un échec, c'est juste une leçon. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Il y a une nouvelle façon d'afficher un bouton Add to Cart, de l'animation qui va derrière. C'est une petite inno. Il y a des choses bien plus grandes que ça. Il faut pas hésiter à tester. Faut pas hésiter parce que si tu testes pas, si tu t'améliores pas, ton concurrent il est juste en train de le faire. Enfin, c'est littéralement ça. Et il faut surtout profiter de tous les moyens qui nous sont mis à disposition. Nous tous là dans la tech, on vit à une époque qui est assez folle où il se passe des choses littéralement tous les jours. Tous les jours, il y a des nouveaux usages qui se créent et c'est ça qui est le plus stimulant, je trouve, aujourd'hui, c'est les nouveaux usages. Il faut pas hésiter à essayer, quoi. Parce que si on reste campé, borné, alors soit on est une sorte de génie et on fait quelque chose de très particulier. On est tout seul, on est en monopole et on n'a pas peur de grand monde. Donc bon, peut-être que ça peut le faire. Mais alors pour tous les autres, tous ceux où on a un peu de concurrence et ainsi de suite, ne jamais arrêter d'innover parce que c'est ce qui est aujourd'hui le plus important. Et intrinsèquement, je pense que les clients leur demandent l'innovation, ça compte pour vous, les nouveaux usages. Ils vont te dire, non, moi je veux juste que ça fonctionne. Ouais, non, on va juste vous mettre dans les mains à un moment donné quelque chose d'un peu mieux qu'avant. Et un peu mieux. Et cette notion de MVP, donc je te laisserai donner la définition de l'acronyme juste après, mais cette notion de MVP, elle est présente tous les jours dans nos équipes, que ce soit humainement ou d'un point de vue produit. Hein. Donc on sort une version d'un produit dès qu'elle est prête et on l'améliore au fur et à mesure, plutôt que d'attendre Pixel Perfect pour sortir le produit digital. On sort, on s'améliore et on s'améliore et on s'améliore. Et c'est une notion de progrès, de continuité, de recherche de l'excellence, ou en tout cas recherche de la nouveauté, à faire un petit peu mieux à chaque fois. La fameuse règle des s'améliorer de 1% chaque jour. C'est pas grand-chose, 1% chaque jour. Hein. Mais à la fin de l'année, c'est pas 365 parce que tu t'es amélioré par rapport à la veille. Donc c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est assez monstrueux. Donc toujours pousser, toujours être... on y revient, hein, la curiosité. Hein, et donc pousser pour des nouveaux usages, des nouvelles pratiques. Et ce que je disais, hein, ça fonctionne pas, tant pis, on essaye quelque chose d'autre et ça fonctionnera à ce moment-là. Alors, MVP, du coup, c'est Minimum Viable Product, finalement, aussi. C'est le produit minimum viable qu'on va concevoir pour pouvoir aller sur le marché. Qu'on conçoit un produit, une vision produit, on se dit, il nous faut à minima cela pour aller sur le marché. D'après toi, quelle est la part en fait, d'innovation qu'on doit avoir quand on construit un produit pour le coup? Est-ce que c'est 10%, 15% pour toujours rester finalement, alors déjà à jour, on va dire par rapport au marché, mais aussi prendre de l'avance potentiellement? Ouais. Alors donner un pourcentage, c'est compliqué. À la limite, c'est plus du temps. Alors donc, on pourrait donner un pourcentage de la semaine passée, mais moi j'avais fait un truc que j'avais beaucoup apprécié chez 24S. C'était, j'avais appelé ça 24S le lab. C'était réunir des gens de différentes équipes, hein, donc soit du digital, donc de l'IT, mais aussi de la logistique, aussi des achats, aussi de la RH, du marketing. On se met tous dans une salle et on phosphore et on se dit ok, moi j'ai pensé à ça, j'ai vu ça. On parle de curiosité, on y revient toujours, hein. Et faire en sorte que ça puisse être après concrétisé. Et ce pourcentage, c'est littéralement ça. Et c'est à l'époque, je pense que Google le fait toujours, c'est le fameux vendredi où les employés de Google peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Et ça a donné naissance à Google Street et ainsi de suite. Tous ces projets-là qui, à la base, n'étaient pas du tout dans les roadmaps de Google. Voilà, c'est ça, c'est donner du temps aux gens, en plus de leur job quotidien et leur fiche de poste. On va dire, j'aime pas ce mot fiche de poste, mais de pouvoir leur donner cette liberté de se dire, ok, s'il y a un truc que tu sens, un truc que tu aimerais bien faire, parle-en autour de toi dans l'équipe, venez me voir, on va se trouver du temps pour le faire, une après-midi par semaine, une journée par mois et ainsi de suite. Et voilà, ce petit pourcentage de temps, de bande passante qu'on a,
si on le consacre à une idée un peu, un truc qui nous passionne et qu'on veut poker, qu'on veut tester, bah on y va. Et puis c'est comme ça souvent que des usages et des nouvelles features, fonctionnalités peuvent naître. Et je pense que d'un aspect purement managérial, je me dis que ça doit être hyper réconfortant, ça doit être hyper sympa. Moi, je l'ai jamais vécu. On m'a jamais donné cette bande passante-là, donc moi, je la donne à mes équipes et j'en suis très heureux. Mais c'est tellement gratifiant, je pense que on a tous des semaines hyper complexes, où on bosse beaucoup. Bah, te dire qu'en effet, bah, tous les vendredis matins, quand je vais me connecter sur Zoom, en tout cas, quand je vais commencer à bosser, je sais que je vais pouvoir bosser sur mon petit truc qui me passionne, sur lequel j'ai eu cette idée, je vais pouvoir un petit peu phosphorer. Hyper stimulant, franchement, hyper sympa. Et qui plus après, si ça se concrétise, bah ouais, c'est comme ça qu'il y a cette émulation que tu évoquais tout à l'heure qui se crée. Et je trouve que c'est vraiment top. En fait, c'est favoriser aussi la créativité de nos collaborateurs. Ouais, parce que nous, tu vois, on évoquait le point, hein, on fait des jobs où on peut se permettre d'innover, c'est notre job. Hein. Si on se donne les moyens, on peut le faire. Mais tu as littéralement dans d'autres départements d'une boîte des gens qui font tout le temps, qui ont un job et qui le feront en permanence, qui font toujours la même chose. Mais même dans les RH, je pense que aujourd'hui les RH sont en train un peu de se moderniser et ça se voit. Et je pense que la crise aussi là a dû provoquer beaucoup de choses dans les départements ressources humaines de pas mal de boîtes dans le monde. Mais pareil, tu donnes à quelqu'un un chargé de RH, tu lui donnes une demi-journée par semaine pour faire ce qu'il veut. Je peux te promettre qu'il va trouver des bonnes choses à faire, quoi. Et s'il veut pas le faire, il le fait pas. C'est-à-dire qu'il a pas forcément d'appétence et tant mieux, fine. Et au moins, il a fait un choix, il a tranché. Mais en tout cas, cette curiosité et pas que dans un secteur qui est au cœur de cette innovation, de ce changement et ainsi de suite. Non, il y a plein d'autres départements où il faut un peu donner des ailes aux gens et leur donner leur donner une sorte de légitimité là-dessus. Bah ouais, c'est pas parce que tu es un acheteur dans un grand magasin, côté grand magasin, que tu n'as pas le droit de proposer des nouvelles idées, que tu peux pas sortir un peu de ton cadre et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, ça dépend que d'une chose, ça dépend des managers, quoi. Soit les gens sont des mavericks, des parias, ils vont essayer eux-mêmes sans demander à personne. Fine, moi j'aime bien ce genre d'initiative. Mais si en amont, leur manager leur a dit soyez créatifs, allez-y, je vous donne tant de temps par semaine ou tu vas arrêter ta journée à 15h pour faire ça, fais-le. Franchement, je le vois moi dans mes équipes, c'est tellement plus stimulant pour tout le monde, mais vraiment pour tout le monde. Et à la fin, c'est la boîte qui gagne parce que ça crée de la valeur de marque aussi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, tu bosses dans le digital, t'es globalement quand même beaucoup sollicité. Et je pense que ce qui crée la différence entre t'es sollicité par deux boîtes, tu vas aller poser des questions aux gens. Tu connais cette boîte, t'en as déjà entendu parler, comment c'est à l'intérieur, la culture d'entreprise et ainsi de suite. Cette notion de valeur, de culture d'entreprise, ça s'est beaucoup renforcé ces derniers mois, ces dernières années. C'est ça qui te fera trancher à un moment donné entre les deux boîtes. On va te dire, ces deux boîtes, elles sont super, elles payent bien, il y a tel avantage. Ah, mais celle-là, tu vois, tous les premiers jeudis du mois, tu peux bosser sur ce que tu veux. Tu vois, t'entends ça, t'es candidat, on t'a chassé ou t'as candidaté, peu importe. T'as envie. Tu vois, ça te donne envie. Et donc, du coup, il faut que les membres de ton équipe soient les premiers avocats de la boîte. Tu vois. Et je te dis, je déteste le corporatisme. C'est un truc qui me rend fou. Mais en tout cas, si tu veux dire, ok, dans cette boîte, il y a tels avantages et t'as du temps libre pour faire ça. Franchement, la valeur de c'est marque, super intéressant ce que tu dis, et je pense que devrait avoir un épisode sur ça finalement, sur la culture digitale dans une entreprise. Comment on peut l'inculquer, ce qui est important, les codes et compagnie, pour que tout le monde s'y retrouve et, encore une fois, favoriser la créativité. Je pense que c'est le maître mot. Ouais, et surtout, j'ai évoqué ça tout à l'heure sur la culture digitale et l'aspect d'être avec des digital natifs autour de soi, c'est que tu as des boîtes qui, en apparence, sont hyper modernes. Tu vois, qui sont des pure players et dont leur job, c'est de faire de l'Internet. Tu vois, du e-commerce, ainsi de suite. Tu peux te retrouver à l'intérieur et tu te rends compte qu'il y a des gens qui comprennent rien, en fait, qui comprennent rien au digital. Et toi-même, ça peut te citer là, dans cette boîte-là, ça va te frustrer, tu vois. Il faut que cette boîte-là, il faut à un moment donné qu'elle change, qu'elle pivote sur sa culture et ainsi de suite, parce que sinon, elle va se faire manger par une boîte qui a l'air moins sexy à côté, qui est dans un secteur, qui vend des produits dans un secteur historique pas sexy du tout, mais qui a une culture hyper forte digitale et qui a fait en sorte de
de faire progresser les gens sur ces aspects-là, bah, tu iras bosser pour cette boîte-là parce que tu sais que tu auras moins de portes à pousser, tu auras moins de choses à défricher pour faire avancer tes projets parce qu'après tout, on est là pour faire avancer des projets. Et il n'y a rien de pire que de rencontrer des obstacles sur, je te le disais, enfin, des gens dans d'autres départements de la boîte qui disent « Ah ouais, mais bon, moi, tu vois, l'application, je la télécharge pas, ça m'énerve, et ainsi de suite. » Bah non, il faut que ta boîte, il faut que tout le monde soit un peu aware de ce qui se passe et sur ce genre de sujet pour que ça crée une culture. Et la culture, après, elle se diffuse. Et toi et moi, on le connaît, on est sur Paris. On connaît à peu près la réputation de toutes les boîtes. Enfin, toutes les boîtes du digital, que ce soit les pure players, que ce soit les agences et tout. Tout le monde, enfin, toutes ces boîtes-là ont une culture. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, peu importe, mais tout le monde connaît la culture en question. Et la culture, elle n'est faite que de ce que transmettent les employés à d'autres personnes autour d'elle. Et si tu donnes aux gens la confiance, de la crédibilité, du temps, des responsabilités, après je vais dire, il y a certaines personnes qui en veulent pas et qui sont très bien dans ce qu'elles font, fine, et ça me va très très bien. Mais si tu donnes les clés aux gens, bah, tu vas développer des potentiels, tu vas en faire des futurs très très bons managers, tu vas en faire des experts dans leur domaine, et eux-mêmes seront les premiers avocats de 1, leur job, 2, leur passion, 3, la boîte dans laquelle ils bossent, et il y aura de la cooptation derrière, parce que je pense souvent à ça, mais moi j'ai bossé dans des boîtes où je voulais même pas coopter, enfin je voulais pas faire venir des gens dans cette boîte parce que je savais qu'il y avait des problèmes, et je me disais, bah, moi les soucis que j'ai en ce moment dans la boîte, j'ai pas envie qu'une connaissance que j'ai, un expert que je veux faire venir, les rencontre aussi, parce que perte de temps pour lui, perte de temps pour moi, ça me décrédibiliser, ça va être fun pour personne. Donc ouais. En fait, c'est comme ça aussi qu'on va recruter des talents, en fait, au final. Exactement. C'est on peut prendre l'exemple de la Silicon Valley et ainsi de suite. Hein. Toutes les boîtes, les GAFA là, qui se tirent la bourre, ceux qui vont gagner à la fin, les boîtes qui gagnent à la fin, c'est celles qui ont la meilleure culture d'entreprise. Enfin, il n'y a pas de secret. À terme, il y a des boîtes qui vont péricliter parce qu'il y a des environnements de travail qui sont toxiques. Et on l'a vu, il y a eu des scandales ces dernières années, ces derniers mois, des choses qui ont un peu explosé sur des top managers qui étaient mauvais, des cultures d'entreprise qui étaient assez néfastes pour la santé mentale. Et tu pourrais faire un podcast sur la santé mentale aussi aujourd'hui dans le monde du travail, dans le digital et ainsi de suite. C'est hyper important à prendre en compte. Enfin, et il y a des boîtes qui s'en sortiront, il y a des boîtes qui s'en sortiront pas. Et surtout, faut pas négliger l'aspect diffusion de ce genre d'informations. Enfin, aujourd'hui, il n'y a rien de pire qu'un compte Instagram qui pourrait s'appeler Balance quelque chose qui va te dire dans telle boîte il se passe ça. Enfin franchement c'est terrible, tu vois, c'est terrible. Ouais, c'est horrible. Tu te mets à la place et je peux l'entendre parfaitement. Tu te mets à la place d'un dirigeant qui est pas au courant de quelque chose qui se passe ou qui lui-même a mis quelque chose d'assez malsain en place parce que sans même forcément le savoir en fait. Parce qu'il n'est pas très woke, il est d'une ancienne génération, il n'a pas forcément compris les codes d'aujourd'hui, il comprend pas que quand il recrute aujourd'hui quelqu'un de 25 ans, ce quelqu'un de 25 ans c'est pas la personne d'il y a 10 ans enfin aujourd'hui les gens changent, les cultures changent, les modes de pensée changent. Et si tu tiens pas au courant de tout ça, si tu les adoptes pas, pas forcément besoin de les adopter, il faut juste parfois les comprendre. Si tu comprends pas ça, au quotidien, vu le nombre de décisions que tu dois prendre, le nombre de personnes que tu consultes, avec qui tu parles, t'as quand même, tu peux te planter quoi. Et si tu te plantes, ça va être compliqué après parce que faut se rattraper. Après tout le monde, on a tous le droit de faire des erreurs, mais ouais, la culture d'entreprise, la santé mentale des employés, ce genre de choses. C'est ça qui fait la valeur d'une boîte. Hein. Enfin, c'est le capital humain. Et il y a aussi les choses qui sont plus intangibles, la culture, les valeurs et ainsi de suite. Et tu vois, il y a des boîtes aujourd'hui qui se font racheter juste pour les people qu'il y a à l'intérieur. C'est même pas pour la techno. C'est pour la techno, pour les cerveaux qu'il y a et pour aussi parfois les valeurs qu'il y a dans cette boîte-là. Donc, vraiment pas négliger ça. Ok. Comment tu vois l'usage du mobile dans 5 ou 10 ans Tu es là, tu discutes avec Jonathan Ive, donc qui est l'historique designer d'Apple. Est-ce qu'on casse tout, on arrête tout, on réinvente, on crée autre chose? C'est quoi l'avenir du mobile? Je sais, c'est très dur à dire et peut-être que si j'avais la réponse, on serait pas en train de se parler, mais je pense qu'il faut pas, il y a quelque chose qu'il faut pas sous-estimer, c'est et je pense à la crise Covid, hein, c'est les usages, à quel point les usages peuvent pivoter. Rapidement. Contraints, forcés ou pas. Et mondialement en plus pour le coup. Ouais, mondialement. Moi j'ai connu ça chez Disneyland. La crise commence, tous en télétravail.
on se dit que ça va être impossible de faire certaines réunions parce que c'est toujours mieux en présentiel, il y a beaucoup de monde, parfois il y a des dizaines de personnes parce que c'est des grands barnums et ainsi de suite. Bah non, la nature ayant horreur du vide, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens trouvent des solutions, phosphore, des nouveaux usages. Et je pense que c'est exactement ce qui nous attend dans le digital. C'est, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise, on n'est pas à l'abri de choses qui vont complètement modifier notre façon de faire les choses, d'utiliser le mobile. Et je pourrais pas te dire la forme du mobile, tu vois, je sais pas si ça va être plus petit, plus grand, est-ce que ça va être la course encore à la petitesse, à la finesse, à la rapidité, certainement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais j'espère que que les choses se feront de manière plus qu'on sera peut-être moins sollicité, tu vois, sur le digital. J'ai apprécié pendant la crise, j'ai eu une sorte d'espoir, c'est que on fasse plus attention à nous, qu'on fasse plus attention à la planète. Tu sais, à un moment donné, le premier confinement, tout s'est arrêté littéralement. T'as des plantes qui ont poussé dans les villes, t'as des animaux qui se sont baladés. Et tu vois, très naïvement, j'espérais qu'on apprendrait de nos leçons, qu'on ferait un peu plus attention, qu'on serait plus bienveillant de la nature, des autres, et ainsi de suite. Et puis, tu t'en rends compte que ça a repris relativement très vite. Et encore, il y a eu un entre-deux. Il y a eu le premier déconfinement où je sais pas, les choses allaient un peu plus doucement, peut-être de manière plus naturelle et saine. Et en fait, non, là, tu te rends compte que tout a repris beaucoup plus fort, plus vite, plus puissant, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'aspect moins positif. Et pourtant, je te dis, il y a plein d'innovations qui sont sorties, mais ouais, faire peut-être plus attention, avoir des technologies plus douces, moins intrusives. Pas hésiter à dire que certaines technos sont des fausses bonnes idées. Parfois, tu peux te dire ouais, tu vois, c'est hyper pratique pour moi de commander mes dosettes pour ma machine à café à 3h du matin pour qu'elle me soit livrée à 6. Ouais, c'est une super innovation, mais c'est pas très positif. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a un côté très... je pense pas que ce soit la direction dans laquelle on doit aller. Ouais, je suis pas sûr de ça. Tu vois, je crois aux nouveaux usages, je crois aux technos, je crois... Mais il faut pas sous-estimer, il faut pas négliger aussi la partie humaine qu'il y a derrière. Et de se dire que derrière chaque livraison, il y a quelqu'un. Et que, ou un drone. Ou un drone qui a du coup remplacé quelqu'un, mais ce drone, il faut quand même quelqu'un pour s'en servir à un moment donné, ou du moins pour l'entretenir. Mais... Donc ouais, peut-être des technos plus bienveillantes, plus passives, moins présentes. On parlait de l'iPhone, de l'extension du bras, tu vois. Je sais pas s'il y aura des Apple Glasses ou comme... Une petite puce ou comme les Google Glasses il y a quelques années, que sur le coup, j'avais trouvé ça super. Enfin, je trouvais ça très fun de se dire, tu portes des lunettes et sur ton verre, tu as la direction de ton GPS, tu vois, c'est très fun. C'est très bien, mais peut-être, des choses qui sont un peu moins intrusives, un peu moins présentes. Ok. Alors, je sais que tu as en pleine création d'un podcast, toi aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Complètement. Alors, c'est un truc, je suis un grand passionné de podcast et j'aime pas faire le early adopter ni je suis arrivé avant vous, mais j'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque où les podcasts n'étaient rien d'autre que des rediffusions d'émissions radio. Donc, j'ai commencé ça à l'époque, je me rappelle, j'habitais à Londres, c'était 2006-2007, j'écoutais beaucoup de podcasts français parce que ça me manquait. Ouais. Ça me manquait beaucoup et j'écoutais beaucoup d'émissions françaises. Et après, il y avait quelques podcasts qui étaient nés littéralement... une émission était le format du podcast. Donc, c'était un truc... On appelle le podcast natif. Le podcast natif, il y en avait quelques-uns. Après, le truc a complètement périclité. Je pense que pendant 10 ans, on n'a plus jamais trop parlé, trop entendu de podcast, ou alors c'est parce que l'offre était pas bonne et les supports étaient peut-être pas les bons. Spotify était pas aussi puissant que maintenant. Apple Podcast aussi. Et on l'a vu, maintenant, ça fait 4-5 ans que les podcasts sont hyper puissants. Il y a des super sujets, il y a des super intervenants, il y a des super podcasteurs. Je trouve que c'est vraiment un médium très sympa. On en parlait la dernière fois, je trouve que c'est un truc aussi très personnel, qu'on aime bien écouter seul. C'est pas quelque chose qui se partage. Il y a peut-être, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas là-dessus qui est très... On a une relation particulière avec un podcast parce qu'on est littéralement en train de nous parler dans l'oreille, quoi. Donc, c'est aussi la puissance de la radio à côté. Et donc du coup, j'ai lancé ça il y a maintenant quelques mois. J'ai fait un podcast zéro. J'ai interviewé 2 entrepreneuses
deux entrepreneurs, inclusifs, pas inclusifs, je sais pas. En tout cas, deux femmes qui ont lancé leur boîte de location de prêt-à-porter, tout ce dans la mode, donc prêt-à-porter au quotidien pour l'extension d'une garde-robe. Donc c'est le pitch initial de cette startup qui s'appelle Prête. Le handle de l'Instagram, c'est Get Prête. Et donc du coup, un nouveau format, une nouvelle façon de dialoguer, aussi, c'est ce que je disais, de pouvoir se dire qu'on a de la curiosité à côté, on a d'autres passions. Moi, c'est un truc qui me passionnait depuis toujours. Et puis, je me suis lancé, deux micros, un MacBook, il n'y a pas besoin de... Et c'est parti. Et c'est parti. Il n'y a pas d'équipement parfait, il y a juste l'équipement que tu as sous la main qui est souvent le meilleur qui soit. Et donc, j'ai enregistré ça au tout début de l'été. Je suis en train de finir le montage. Une discussion d'1h30, un truc hyper sympa. Et ouais, super. J'aime bien ce format. Voir qui j'interviewe après, sûrement toi, Gérald. Avec plaisir. Donc voilà, pas de thématique particulière. Peut-être, s'il devait y avoir une thématique, l'expertise des gens qui nous parlent de leur passion, qui nous parlent de leurs projets, et ainsi de suite, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc là, ces deux entrepreneurs, Laura et Aurore, qui ont quitté leur boîte et qui se lancent dans cette aventure entrepreneuriale. C'est passionnant parce qu'il faut être courageux aujourd'hui, quitter le salariat, monter sa boîte, et pourtant aujourd'hui c'est devenu de plus en plus facile de monter sa boîte. Il y a 10 ans je pense que c'était c'était le truc le plus compliqué qui soit en France de lancer une boîte. Aujourd'hui c'est devenu assez facile, et donc voilà, toutes les deux passionnées de mode et qui se sont dit j'en ai marre d'acheter en fait des fringues pour ne plus jamais m'en servir après, ou alors aller les revendre sur un site de seconde main. Là, elles se sont dit, moi, il y a des pièces dont je vais me servir qu'un hiver ou qu'un été ou qu'une soirée ou que pendant certaines périodes de l'année. Je vais louer. Okay. Et donc, du coup, elles se sont lancées là-dedans. C'est en plein lancement. Donc, allez voir. Et le podcast sera bientôt disponible. Je le mettrai sur les plateformes, je pense, dans les prochaines semaines. T'as trouvé le nom ou pas encore ? Alors, c'est un très mauvais jeu de mots, mais j'avais déjà à l'époque un Tumblr qui s'appelait Untitled, je l'ai toujours. Et j'aime bien cette notion de je ne trouve pas de titre, donc je vais l'appeler sans titre, littéralement, donc du coup en anglais. Et ce podcast, je pense qu'il va s'appeler Untitled. Top. Et donc ouais, super format, et je très content aussi d'ailleurs du coup d'être sur ton podcast, Gérald, parce que je suis ton second invité, du moins c'est le second podcast. C'est ça, exactement, sur Discover. Ouais, et donc c'est assez fun, et de se dire qu'on va pouvoir se glisser dans les oreilles des gens. Et Paul, on arrive quasiment au bout d'une heure en fait d'échanges super enrichissants. Où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te joindre ? Sur LinkedIn de manière très très originale. Sur LinkedIn, Paul Martinez. Sur Twitter, Paul Martinez. Me glisser un mail aussi, tout est dispo. Et si je réponds pas dans la journée, relancez-moi. Sans problème. C'est la mauvaise habitude. Si j'ai pas répondu, c'est que je l'ai lu, mais je suis passé à autre chose. Donc non. Trouvable très facilement sur les réseaux sociaux, même si j'ai un prénom et un nom très très commun. On peut me retrouver. Et puis il y a souvent une notion de e-commerce pas loin, donc c'est là où on percute que c'est le bon Paul Martinez. Ça peut être mon profil, ouais. Super. En tout cas, j'étais très 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 heureux de t'avoir aujourd'hui avec moi. On a passé, je pense, en tout cas moi j'ai passé un super moment. C'était super enrichissant. Également. Du coup, n'hésitez pas à suivre Paul sur son nouveau podcast, donc Untitled bientôt, sur les plateformes. Vous retrouvez le lien en fait dans le podcast, je le mettrai quand il sera disponible. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et à très vite. Merci Paul. Merci Gérald. Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et encore partager. Mettez-nous 5 étoiles sur vos plateformes préférées pour que l'on puisse continuer à gagner en visibilité. Si vous n'avez pas apprécié, partagez-le quand même. Et surtout, faites-nous des feedbacks en DM sur Instagram. Si vous avez des besoins ou des questions liées au e-commerce ou au digital, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@idiosa.com. Rejoignez notre communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci encore de me suivre et à très vite.